à tous, je suis Fanny Arnaud, je suis ingénieure de recherche au CNRS, au laboratoire Environnement Ville Société à Lyon. Je suis basée à l'ENS de Lyon, c'est un laboratoire de sciences humaines et sociales, de géographie principalement. Et je vais vous parler de géomorphologie et de dynamique fluviale du Rhône. Donc moi je suis géographe des rivières, je suis géomorphologue fluviale et géomaticienne, donc c'est peut-être deux termes qui vous sont pas trop familiers. La géomorphologie fluviale, c'est l'étude des formes et des processus des cours d'eau et des plaines alluviales, depuis la source jusqu'au delta. Et la géomatique, en fait, c'est un terme qui a été inventé à partir des mots géographie et informatique. Ça correspond au traitement informatique de données spatiales au moyen de logiciels spécifiques. Donc moi, j'ai fait ma thèse en géomorphologie en utilisant ces outils sur le fleuve Rhin. Et depuis 2015, je travaille comme ingénieur de recherche sur le fleuve Rhône. Donc un ingénieur de recherche, c'est un peu différent d'un chercheur, il vient en appui, il propose des outils aux chercheurs, mais j'ai aussi une partie recherche où je pilote mes propres projets. Et en géomorphologie fluviale, on a en fait deux approches. Une approche historique, qu'on retrouve bien sûr en archéologie, et une approche actuelle de terrain. Et du coup, c'est ces deux facettes du métier que je vais vous présenter. L'approche historique, ça consiste à reconstituer les changements fluviaux passés pour aider la gestion actuelle du fleuve. On travaille en recherche appliquée, en étroite collaboration avec les gestionnaires, les acteurs de terrain, et notamment la Compagnie nationale du Rhône, qui est l'organisme gestionnaire de la majorité du cours du Rhône français. Et donc, on essaye de répondre à cette question. Quels sont les impacts des aménagements humains tels que la construction de digues ou de barrages sur la dynamique fluviale du Rhône? À quoi ressemblaient les paysages au cours des décennies et des siècles passés? Et quelles leçons en tirer pour les enjeux de gestion actuels et notamment les enjeux de restauration écologique, puisque les aménageurs cherchent à atteindre un bon état écologique et physique des milieux aquatiques en France et en Europe. Et ça passe par des travaux que je vais vous présenter après. Et du coup, ces études historiques, ça permet de remettre en contexte les travaux actuels et d'essayer de prévoir aussi, de prédire les réponses du fleuve suite à telle ou telle action, si on va intervenir sur les débits ou sur la charge en sédiments. Donc ici, vous avez un extrait d'une carte de 1860 et par ces logiciels, on peut dessiner ici un bras secondaire du Rhône et puis suivre son évolution au cours du temps, voir s'il est resté en eau ou s'il s'est asséché. Et si on exploite différentes cartes à différentes dates, on peut obtenir des cartographies de la sorte où ce qui est très foncé, ce sont les milieux en eau au tout début du 19e siècle, et plus on va vers le clair, plus on arrive vers le temps présent, années 80, années 2000, et du coup vous voyez que le trait foncé vers le clair, ça se rétrécit, et ça montre que le Rhône en fait a perdu en largeur depuis 200 ans, du fait de ces travaux d'aménagement, mise en place de digues, barrages, pour la protection contre les inondations, l'exploitation de la plaine à usage agricole, l'expansion urbaine et puis la production hydroélectrique. Dans le cadre de mon métier d'ingénieur de recherche, j'alimente et puis je développe plusieurs outils et vous pouvez y avoir accès sur le site web de l'Observatoire Homme-Milieu-Vallée du Rhône. Un extrait de carte donc pour vous permettre de répondre à la question à quoi ressemblait Arles au 19e. Donc ça, c'est une carte qu'on a trouvée aux Archives nationales et aux Archives départementales du Rhône, levée en 1844. C'est une carte à plutôt large échelle, au 50 millième. Vous avez Arles tout là et puis la mer là. Et du coup, c'est le plan du Rhône et de ses chaussées dans la 4e section du fleuve pour être joint au projet de rehaussement des dites chaussées. Les titres des ingénieurs étaient toujours très longs et très détaillés à cette époque. Et les chaussées, ce sont les digues, en fait. Et du coup, qu'on voit ici le long du Grand Rhône. Et on voit que la plaine était beaucoup plus marécageuse qu'aujourd'hui, notamment tous ces étangs qu'on ne retrouve plus. Je passe à la partie terrain. Donc la géomorphologie de terrain, ça consiste à caractériser la dynamique morphologique pour essayer de voir notamment si les actions de restauration vont être efficaces pour retrouver un Rhône, comme on l'a appelé, vif et courant, un Rhône dynamique, puisque le déplacement des galets, des graviers, c'est fondamental pour être le support pour les habitats pour les poissons, pour les invertébrés, pour les plantes aquatiques et pour les plantes sur les berges aussi. Et du coup, il y a beaucoup d'actions de restauration qui sont entreprises depuis une trentaine d'années sur le Rhône. Et ces dernières années,
de nouvelles actions qui consistent à recharger artificiellement en sédiments, parce que vous savez sans doute que les barrages qui jalonnent le Rhône français ne sont pas transparents, ils retiennent les galets, les graviers en fait dans les retenues. Ça fait que la rivière, elle manque de galets en aval des barrages, et il y en a un déséquilibre. En fait, c'est de la physique, hein, la morphodynamique. Il faut un équilibre entre les flux d'eau et les flux de sédiments. La rivière, si elle manque de sédiments, elle va être en déséquilibre, et du coup, on va injecter artificiellement des sédiments. Et nous, chercheurs, notre travail, c'est de suivre comment se comportent ces sédiments en fait. Donc on a différentes méthodes sur le terrain, des suivis topographiques, des suivis granulométriques, c'est-à-dire qu'on mesure la taille des sédiments en différents sites. On peut faire des suivis aériens, des suivis par drone. Et puis, ce que je voulais vous parler un peu plus, parce que c'est toujours un petit peu exotique apparemment quand j'en parle aux gens inconnus du domaine, c'est qu'on suit le déplacement des galets par traceur radio, par traceur RFID. Donc la technologie RFID, vous la connaissez en fait, parce que par exemple, quand vous empruntez des livres à la bibliothèque, les identifiants qui vous permettent de passer le livre sous le lecteur, c'est des puces RFID. Donc c'est le même principe qu'on met dans les galets. Il s'agit de petites capsules de verre qui font 2 à 3 cm de long, qu'on mettait dans les années 90 dans les poissons pour suivre leur déplacement. Et les géomorphologues ont eu l'idée de les mettre dans les galets. Et du coup, on perce le galet, on insère ce petit traceur qui a un numéro, on rebouche et on va déployer nos traceurs dans la rivière. Et on les positionne avec un GPS et on retourne après les crues, puisque ce sont les crues qui mettent en mouvement les sédiments. Et au moyen d'une antenne comme celle-ci, un peu comme un détecteur de métaux, on va aller chercher ces galets tracés et les repositionner avec le GPS. Et les points de départ et d'arrivée de nos traceurs nous permettent du coup d'avoir des cartes de la sorte de propagation de nos traceurs. Donc ça, ce sont mes collègues de couloir qui le font sur le Rhône. On est là sur le Haut-Rhône, à la frontière entre la Savoie et l'Ain. Et du coup, là, il y a eu une recharge en sédiments artificiels. Les points blancs, c'est là que les collègues ont placé les galets équipés de traceurs. Ils en ont mis aussi là, sur ce seuil-là. Et du coup, c'est les positions. On voit que les galets, ils se déplacent assez loin. Je vous remercie. Et c'était à destination des jeunes, si ça leur avait inspiré une vocation pour devenir géographe. Merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai fait un bac S. Et après, j'ai fait une classe prépa biologie qui s'appelait à l'époque BCPST. Et je crois que ça a changé de nom. C'est biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Et derrière, on avait le choix entre des écoles d'agronomie, des écoles de géologie, l'école des eaux et forêts, des écoles en eau, environnement. Et moi, à la base, moi non plus, je savais pas bien ce que je voulais faire. Je voulais travailler dans la nature, mais sans savoir vraiment. Et du coup, je suis allée vers l'école selon moi, la plus nature. Je suis allée à l'ENGES, qui est une école d'eau et environnement à Strasbourg. Du coup, j'ai eu un diplôme d'ingénieur en eau et environnement. Et après, j'aurais pu travailler en tant qu'ingénieur. J'ai eu la possibilité, en dernière année d'école d'ingénieur, on peut se spécialiser. Donc, j'ai des collègues qui sont partis en eau urbaine, donc traitement, station d'épuration, alimentation en eau potable. Et moi, on pouvait aller ailleurs. Donc moi, je suis allée à la fac de géographie de Strasbourg parce que chaque équipe de géographie en France a un peu ses spécialités. Et à Strasbourg, ils travaillaient beaucoup sur les glissements de terrain. Donc ils étaient en géomorphologie, mais de versants. Et moi, je voulais travailler sur la montagne, en fait. C'était ma grande envie parce que je viens de Grenoble. Et du coup, je suis allée faire mon stage de master. C'était en risque naturel et c'était sur les glissements de terrain dans la vallée de l'Ubaye, dans les Alpes du Sud, à Barcelonnette. Et donc, y a quelques équipes en France qu'on voit bien sur les rivières, et l'équipe de Lyon était très réputée. Et cette année-là, ils sortaient un sujet de thèse sur le Rhin. Et c'est comme ça, et là, j'ai été prise pour faire cette thèse. Donc, c'était pas sur la montagne. Et ça a été assez difficile pendant toute ma première partie de thèse de me dire mais tu travailles pas sur ton terrain de prédilection, à faire un peu le deuil des glissements de terrain. Mais au final, j'ai trouvé mon compte parce que même si l'objet d'étude, c'est pas le même, j'ai découvert tous les avantages de la recherche. J'ai eu la chance d'aller présenter mes travaux dans des conférences à l'étranger. J'ai pu faire des superbes voyages. Je suis allée en Afrique du Sud, je suis allée au Japon, je suis allée à San Francisco 2 fois, je suis allée au Sénégal, je suis allée à beaucoup d'endroits. C'est le travail intellectuel qui... Quel que soit le terrain, le travail intellectuel, c'est le même en fait.
Et du coup, donc mon sujet était sur le Rhin. Donc je faisais du terrain 3-4 fois par an. C'était quand même loin de Lyon, donc on partait une semaine à chaque fois. Et puis après, j'ai eu la chance d'avoir un poste. Et maintenant, je suis à moitié recherche et chercheur, vu que je suis à moitié recherche et ingénieur, vu que je suis ingénieur de recherche. Et j'aime bien cette posture parce que du coup, on est plus dans l'appui à la recherche. Les outils que j'ai présentés, c'est pour proposer aux chercheurs de valoriser leurs travaux. Mais j'ai aussi assez de latitude dans mon métier pour soumettre mes propres projets, aller chercher de l'argent sur des projets. Tandis que le chercheur, on va vraiment quand même lui demander ça tout le temps. On va lui demander d'aller monter de gros projets nationaux, européens. Donc moi, je ne suis pas obligée de m'exposer autant, mais je peux quand même faire un peu de projets de recherche si je veux. Et du coup, j'aime bien cette position d'ingénieur de recherche. Je trouve que ça raccorde bien avec ma formation. Et c'est important. Et j'étais contente qu'ils m'invitent aujourd'hui parce que je pense qu'il n'y avait que des chercheurs l'année dernière et les autres étaient aussi que chercheuses. Et on ne voit pas beaucoup le personnel d'appui à la recherche. Donc il y a des assistants ingénieurs, des techniciens, des ingénieurs d'études, des ingénieurs de recherche. Donc ça dépend du niveau d'études. En général, il faut bac+5. Enfin, il faut bac+5 pour être ingénieur de recherche. Et avoir une thèse, c'est pas obligatoire. Moi, j'en ai une, mais ingénieur d'études, c'est bac+3. Technicien, c'est bac+2. Assistant ingénieur, c'est seulement le bac. C'est important pour moi, c'était de faire de la recherche appliquée. Parce qu'il y a plein d'autres domaines. En mathématiques, c'est plutôt de la recherche fondamentale. Et moi, je voulais que ce soit concret, que ça serve à quelque chose. J'avais envie d'être utile.